Donc c'est parti, histoire de l'électroculture. C'était important, si j'aurais commencé par l'histoire de l'électroculture, on n'aurait pas compris de la même manière. Il faut d'abord comprendre qu'il y a des ondes qui nous entourent et qu'en électroculture, on essaye de les capter pour les diriger vers les plantes. Et on va voir que c'est un savoir très ancien qui a été malheureusement perdu. Il y a donc encore énormément de choses à découvrir ou à redécouvrir. L'origine sémantique de l'électroculture, donc électro, bien sûr ça vient de électrum, donc de l'ambre. L'ambre c'est de la résine de pin fossilisée. En fait quand on a découvert l'ambre, on pensait avoir découvert l'origine de la vie parce que quand on frotte de l'ambre, ça crée de l'électricité statique. Et quand ensuite ils mettaient cette ambre qui était frottée près d'une jambe d'un animal mort par exemple, la jambe se mettait à bouger. C'est pour cela qu'on pensait avoir découvert l'origine de la vie. Et culture vient du latin colere, donc honorer, qui est en lien avec les activités humaines. Agriculture veut dire à la base honorer la terre. L'histoire de l'électroculture commence au siècle des Lumières, au XVIIIe, où on découvre l'électricité et où on se met à la tester sur tout, notamment sur les plantes. Et on se rend compte que les plantes sont réactives. Si je prends un multimètre, je pourrais détecter un courant électrique dans une plante. Si je fais un arrêt cardiaque, on me réactive avec un choc électrique, des défibrillateurs. Ensuite apparaît l'abbé Bertholon aux environs de 1780. L'abbé Bertholon, c'était un professeur de physique. Il écrit, donc lui ce qu'il faisait, il électrisait de l'eau. On le voit ici, il électrisait de l'eau et ensuite il envoyait cette eau sur les arbres. On le voit là sur un ponton en bois. Je vous renvoie, ça sera plus long à expliquer, mais à la mémoire de l'eau de Masaru Emoto. Il inventa aussi l'électrovégétomètre. C'est un appareil similaire à celui-ci, donc pour capter les courants électromagnétiques de l'air et les envoyer dans le sol. Et il écrivit en 1783 de l'électricité des végétaux. Ouvrage dans lequel on traite de l'électricité de l'atmosphère sur les plantes, de les effets sur l'économie des végétaux, de leurs vertus médicaux et nutritivo-électriques, etc., etc. Ensuite apparu Carl Selim Lemstrom, toujours aux environs de 1885. C'était aussi un professeur de physique, c'est le papa de l'étude des aurores boréales. On peut découvrir ceci dans l'électroculture et énergie libre de Maxence Laillé et Roland Verlaine. Il étudiait donc les aurores boréales. Les aurores boréales, c'est quoi? C'est en fait au niveau des pôles, le champ magnétique terrestre est incurvé, donc les rayonnements électromagnétiques sont plus importants au niveau des pôles. La ionosphère aussi est plus basse, c'est une couche de l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître ces bombardements électromagnétiques. Il se posait une question, monsieur Lemstrom, c'est pourquoi vers les pôles le climat est très rude, pourquoi lorsqu'il y a un redout, la végétation elle pousse si vite et il s'est dit, y a-t-il un lien avec les aurores boréales? Il s'est donc mis à étudier la dendrochronologie, donc c'est l'étude des cernes des arbres. Donc on voit les cernes des arbres ici. Une cerne est égale à une année de vie de l'arbre. Plus la cerne sera grosse et plus l'année de vie aura été bénéfique. Il a mis en corrélation les périodes d'éruption, de forte éruption solaire et les périodes où les arbres étaient en bonne santé. Il a donc construit des petits appareils se rapprochant des rayonnements électromagnétiques naturels où il a pu envoyer donc sur les plantes ces rayonnements. Et il a pu détecter une augmentation de la croissance des plantes et de la productivité. Il publia en 1904 des études concluantes. Apparaît Justin Christoflo qu'on voit ici sur la photo, avec son livre « Augmentation des récoltes et sauvetage des arbres malades par l'électroculture ». C'était pas n'importe qui, parce qu'à l'époque, il avait été décoré quand même du mérite, du chevalier du mérite agricole. Il développa et commercialisa l'électroculture à l'international.
On le voit ici avec un document qui a été récupéré au Parlement, à la librairie parlementaire de Canberra, donc en Australie. Donc ça montre bien que l'électroculture, il y avait un engouement autour de l'électroculture. Et on a vu qu'il y avait une mouvance donc, autour de l'électroculture. C'est pour cela qu'il y a même eu un congrès international à Reims en 1912. On peut retrouver ces documents dans la Bibliothèque nationale numérique Gallica, la bibliothèque française. Donc voilà, premier congrès international d'électroculture et des applications de l'électricité à l'agriculture, à la viticulture, à l'horticulture et aux industries agricoles. Avec des recherches qui sont relatées dans ce document. On apprend aussi qu'entre 1745 et 1910, il y a plus de 450 chercheurs qui ont travaillé dans l'électroculture. En France, en Allemagne, aux États-Unis aussi, en Hongrie, en Italie, en Russie, etc. etc. Il y a même eu un comité créé par l'État anglais pour rechercher sur l'électroculture. Elle a refait apparition dans un article en 1978, dans un article du magazine On ne peut plus connu Rustica. Donc on voit cet article avec des appareils en métal donc, pour capter ces fameux rayonnements électromagnétiques et les diriger vers les plantes. Aussi une thèse, la seule thèse qui existe sur le sujet de Martine Quérel, donc qui a été fait à Limoges en 1984, donc un lien entre l'électroculture et les plantes médicinales, qu'on peut retrouver sur sudoc.fr. Et maintenant, donc le 21e siècle, le renouveau possible de l'électroculture, parce que c'est l'ère d'Internet. Internet, l'information est accessible et on peut partager les données et les expérimentations. Parce qu'en électroculture, il y a encore beaucoup de choses à expérimenter et à partager. Comprenez, vous appréhendez un peu mieux donc, cette chose qui reste peu connue. C'est donc un ensemble de pratiques, de techniques, dont l'objectif est de capter les courants électromagnétiques naturels pour les diriger vers les plantes, avec pour objectif d'augmenter la croissance, d'augmenter la productivité, d'augmenter la résistance aux maladies, et ce de manière naturelle. Utiliser en fait des sortes d'électro-engrais. En conclusion donc, de la deuxième partie, avant d'arriver à la dernière, on a vu que l'histoire est bien réelle. Il y a encore tout un tas d'autres documents et d'autres chercheurs dont on aurait pu exposer les faits, mais ça aurait été trop long. C'est une agriculture écologique et durable parce qu'on utilise des énergies qui sont là, qui sont gratuites, qui sont renouvelables, qui sont intarissables. Bon, si le soleil s'arrête, dans tous les cas, je pense qu'on n'est pas... Bref. Et un potentiel, bien sûr, à développer, à expérimenter, à partager. Donc voilà, je vous remercie pour cette deuxième partie et m'ouvre une fois de plus à vos questions éventuelles.